Khomeini, au service de Dieu, par Christian d'Estremaux. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans je commence une carrière de dictateur avait déclaré le général de Gaulle lors de sa célèbre conférence de presse au palais d'Orsay, quelques jours avant de revenir au pouvoir en 1958. Le 1er février 1979, l'homme à la barbe blanche et au turban noir qui descend prudemment en sandales, appuyé sur un steward d'Air France, un agent du SDECE, les marches abruptes de l'échelle du Boeing 747 qui vient d'atterrir à Téhéran a presque 10 ans de plus. La veille de son départ de Paris, il a remercié le gouvernement français pour son hospitalité et le peuple de France qui a suivi avec intérêt la lutte pour la liberté de conscience et le chemin de la démocratie souhaité par tous les Iraniens éclairés. Sur le tarmac, une foule fiévreuse se presse pour le voir enfin. Les plus audacieux parviennent à toucher sa cape. À côté des Allah est grand, les Ô Khomeini, notre imam, retentissent. L'Occident stupéfait s'interroge. Comment croire que ce religieux à l'apparence austère et anachronique, ce mystique confit dans la prière et dans la lecture du Coran, puisse prétendre prendre en main le destin d'une grande nation comme l'Iran et succéder au Shah qui, malgré ses nombreuses erreurs, sa suffisance, son goût du faste, a tout de même entraîné, semble-t-il, irréversiblement son pays sur la voie de la modernité. Difficile en effet de croire que ce quasi-vieillard est ce dictateur qu'une minorité de détracteurs annonce. L'enveloppe peut sembler fragile, certes, mais il y a chez lui une totale confiance en soi et en son destin, conjuguée avec une compréhension très fine de ce qui fait mouvoir les peuples. Cet homme est également quelqu'un de madré, qui, conformément à la tradition chiite, a appris depuis longtemps à dissimuler ses vraies intentions. Et puis il a ce regard noir qui inquiète et fascine. L'Occident va devoir faire l'apprentissage des différentes formes d'islam, assimiler en particulier la distinction entre chiisme et sunnisme, et des termes nouveaux qui vont marquer les décennies suivantes et entrer dans le vocabulaire courant. Fatwa, ayatollah, imam. Il faudra en outre tenter de comprendre ce qu'est une république islamique, saisir si l'on est ou non en présence d'un choc de civilisation, découvrir une arme nouvelle au service de l'exportation de la révolution iranienne, l'attentat suicide, et s'habituer enfin aux foules de femmes portant le chador. Pendant une décennie, la capitale de l'Iran va devenir l'un des centres du monde. L'ayatollah Khomeini, totalement insensible à l'opinion internationale, semble, au nom de Dieu, défier la terre entière. Les grandes démocraties se sont bien souvent accommodées des tyrans, ce dont témoigne notamment la formule de Roosevelt au sujet du dictateur du Nicaragua, Somoza. Un fils de pute sans doute, mais notre fils de pute. Dans le cadre de la guerre froide, ils peuvent se révéler des alliés utiles. Insensible aux pressions, Khomeini est, quant à lui, un dictateur d'un genre totalement nouveau, à la fois fascinant et repoussant par les peurs qu'il suscite. En tout cas, impossible à apprivoiser. De Khomeini à Téhéran. Lorsqu'il arrive à Téhéran, Rouhollah Khomeini sort d'un exil de 15 ans qu'il a mené, après la Turquie et l'Irak, vers la France, et un petit bourg totalement inconnu de la banlieue parisienne, Naufle-le-Château. Il est né à Khomeini, ville du centre de l'Iran, à 300 km de la capitale, dans une région semi-aride, le 24 septembre 1902. Son vrai nom de famille est Moussavi. Ce n'est que plus tard qu'il prendra le nom de Khomeini, selon une coutume qui veut que les grands ayatollahs adoptent le nom de leur ville de naissance. C'est un beau garçon et un meneur précoce. Même lorsqu'il était garçon, mon père voulait toujours jouer le rôle du chat dans les jeux d'enfants, dira plus tard son fils Ahmad. Sa famille est relativement aisée, mais le plus important est qu'elle revendique une lignée qui remonte au prophète Mahomet, par sa fille. Rouhollah Khomeini est par conséquent un Saïed, d'où, plus tard, dès le séminaire, le port du turban noir qui le distingue des autres membres du clergé chiite, qui portent, sauf exception, le turban blanc. En mars 1903, la famille est frappée par une tragédie. Son père, Mustapha, est assassiné dans des conditions relativement obscures. Rouhollah n'a que 6 mois, mais cet événement va le marquer longtemps. Cela ne l'empêche pas d'être un élève brillant et d'entrer au séminaire à Qom, la grande ville des études religieuses. Il quitte ainsi la province et se rapproche de la capitale. Il existe dans l'islam chiite un vrai clergé organisé. Au sommet de la hiérarchie, un ou des individus sont reconnus comme marja, source d'imitation dont l'autorité et l'exemple sont acceptés par les autres membres du clergé ainsi que par les fidèles. Contrairement toutefois à l'Église catholique, il n'existe pas de procédure formelle pour sélectionner ces individus, ce qui favorise les ambitieux. Étudiant brillant, particulièrement compétent dans le domaine du droit islamique, Khomeini
reçoit ainsi le titre de Hojjat ul-Islam, preuve de Dieu, à l'âge précoce de 33 ans. Un autre aspect de son évolution personnelle est moins connu. Sa passion, partagée par l'ensemble de ses compatriotes, pour la poésie persane, et notamment la poésie amoureuse, celle d'Omar Khayyam et de Hafez, et surtout sa découverte de la mystique musulmane qu'il va approfondir. Jeune homme introverti, choqué par le spectacle du déclin et la déliquescence du clergé chiite au XXe siècle, Khomeini est déjà un fin tacticien. Voyant qu'il est encore trop isolé pour espérer influencer le cours des choses, il se réfugie dans l'intériorisation, le mysticisme et la quête de l'homme parfait du maître Ibn Arabi, le grand théologien et poète de langue arabe, né en Andalousie et mort à Damas en 1240. Plus tard, la conquête du pouvoir sera inséparable de cette quête mystique intérieure. Lorsque dans les années 1930, Reza Shah, le père du Shah, grand admirateur de Mustafa Kemal Atatürk, qui n'a jamais caché son mépris pour les mollahs, ces charlatans, impose la laïcisation à marche forcée de la société iranienne, Rouhollah Khomeini décide qu'il ne peut rester sans agir. Ayant contraint les hommes à porter des chapeaux, le Shah souhaite que la grande majorité du clergé soit vêtue à l'occidental, se rase et oblige les femmes à se débarrasser de leur voile. Khomeini, qui est fier de sa barbe et encore plus de son turban noir, refuse d'obéir aux injonctions du souverain, fustige le clergé pour sa servilité et décide de vivre dans une quasi-clandestinité. Mais il reste prudent. Le temps n'est pas venu de protester ouvertement, et la résistance doit, pour le moment, rester dans les cœurs. Il pratique alors la taqiyya, cette tradition chiite qui autorise à nier ou dissimuler ses vraies croyances, afin de pouvoir continuer à les pratiquer. Ainsi, lorsque les autorités détruisent une partie de la mosquée de l'imam à Qom pour construire une route, il refuse de protester et se voit morigéné par un ayatollah. Il réplique, faisant appel à la pratique du chiisme minoritaire, souvent opprimé par la majorité sunnite. La dissimulation est ma voie, comme elle a été celle de mes aïeux. Durant l'été 1941, les Alliés qui veulent ouvrir une voie pour ravitailler l'URSS envahissent le pays et provoquent la chute de Reza Shah, accusé de collusion avec l'Allemagne, auquel succède son fils Mohammad Reza. Pour le peuple iranien, c'est un traumatisme profond. Le clergé est choqué par le comportement des envahisseurs américains, qui semblent ne rien respecter. Le jeune Shah donne alors beaucoup de gages aux religieux, à tel point que, lorsqu'il sera renversé en 1953 par le nationaliste moderniste Mossadegh, les ayatollahs soutiendront discrètement son retour au pouvoir, qui sera mené avec l'aide de la CIA. Les années qui suivent sont relativement harmonieuses, mais Khomeini, lui, n'a pas changé. Choqué par la discrétion du clergé, qu'il accuse de compromission avec un pouvoir de plus en plus dictatorial, et, contrairement à ses pairs, il est de plus en plus convaincu que les religieux ont un rôle à jouer dans la société, et peut-être même celui de guider le pays. Entrée en politique. La réputation d'érudit et d'autorité en matière religieuse de Khomeini ne cesse de grandir au fil des années. Lui-même est convaincu que c'est sur ses fondations qu'il peut bâtir sa légitimité. À Qom, il enseigne l'éthique, la théologie et la philosophie. Il attire des étudiants de toutes les contrées du pays. On s'adresse à lui pour avoir son avis sur tel ou tel point obscur ou controversé. Or, ces enseignements sont de plus en plus souvent mêlés de considérations sur le rôle des mollahs dans la société et sur la nécessité d'en faire une force pouvant s'opposer aux décisions du Shah, sans qu'il soit encore question de le renverser. Cela passe par la lutte contre la corruption au sein du clergé chiite. Il continue à mener une vie très simple, presque exemplaire, et en tout cas heureuse, d'autant qu'il ne manque pas de revenus personnels provenant de ses terres. Mais il a déjà ses boucs émissaires, en particulier la communauté Baha'i, qui pratique une religion monothéiste née en Perse au XIXe siècle. S'il fait encore preuve de prudence à l'égard du régime, il affiche sa haine à son encontre, d'autant que les Baha'i sont réputés proches de l'État d'Israël. Ainsi, lorsqu'il découvre que la concession Pepsi-Cola pour l'Iran est confiée à un homme d'affaires Baha'i, il déclare que les musulmans, qui en boiront, rôtiront en enfer. Ce sera la fin de la marque en Iran, remplacée par Coca-Cola. Khomeini se mue en mollah politique, constate que de plus en plus de gens le suivent et que ses appels à manifester contre le Shah deviennent efficaces. Mais il est finalement arrêté et emprisonné en juin 1963 avant d'être relâché sur intervention des ayatollahs. Il se trouve désormais sous la surveillance étroite de la SAVAK, le service de renseignement du Shah créé avec l'appui de la CIA. Au bout de quelques mois, ayant recouvré sa liberté, il reprend sans hésiter ses prêches incendiaires. Mais désormais, c'en est trop pour le régime. Il est arrêté à nouveau et envoyé en exil en Turquie. Cette Turquie laïque, fondée par Atatürk, à laquelle il est viscéralement opposé,
et qu'il a parfois tendance à considérer comme la source de tous les maux. En octobre 1965, avec l'autorisation du Shah, il s'installe à Nadjaf, en Irak. Il a 63 ans, un âge déjà bien avancé qui fait espérer au régime qu'il se contentera désormais d'étudier, d'enseigner et d'écrire. C'est au contraire un second souffle qui l'anime et le pousse à continuer à dénoncer la tyrannie et l'incroyance du régime. En Iran, le souverain, appuyé par l'armée, la SAVAK et à l'extérieur par les États-Unis, donne prise à ses critiques. Les somptueuses fêtes de Persépolis en 1971 symbolisent à quel point il s'est éloigné de son peuple. Ce dernier gronde avec la crise économique. Le 6 janvier 1978, Khomeini est dénoncé par un journal gouvernemental comme étant à la solde des Britanniques, une accusation récurrente en Iran, un ivrogne et même un homosexuel caché. Ces attaques calomnieuses ont l'effet contraire à celui recherché et soudent l'opposition autour de sa personne. Les manifestations sont désormais incessantes et de plus en plus brutalement réprimées. En septembre 1978, des centaines de manifestants pro-Khomeini sont abattus au sud-est de Téhéran. Puis le Shah commet une faute tactique en demandant au régime irakien de faire pression sur l'ayatollah pour qu'il quitte le pays. Ce sera donc la France, où il atterrit le 6 octobre. À Paris, il aura à sa disposition tous les moyens modernes de l'époque, téléphones, cassettes enregistrées, liaisons aériennes, pour préparer et accompagner son grand retour, mu par la sympathie d'une partie de la presse et de l'intelligentsia occidentale, fascinée par son autorité de vieux sage. Le grand retour. À Naufle-le-Château, Khomeini est bien entouré, et la présence de laïcs, comme le futur président Bani Sadr, est plutôt rassurante pour l'opinion occidentale. Elle donne une impression de calme et de sérénité, et la modestie de son train de vie en séduit plus d'un. S'il appelle au renversement du Shah, il ne laisse pas entrevoir ses propres intentions. Tandis que la propagande officielle l'accuse d'être un instrument de l'étranger, il reste très discret sur sa conception du régime qui doit lui succéder. Dissimuler n'est pas mentir. Il sait aussi que l'opposition est encore très hétéroclite, et qu'elle est d'abord partie d'un mouvement du peuple. Les idées de l'ayatollah sont en effet en concurrence avec celles du Parti communiste, des différents mouvements de gauche et des nationalistes modernistes. Le clergé lui-même, dont il tient son prestige et sa légitimité, est divisé sur le rôle que les mollahs doivent jouer dans la révolution. Après sa mort, son fils dira que la plus grande réussite de Khomeini n'aura pas été la fondation de la République islamique, mais d'avoir pris le pas sur les clergés réactionnaires, incapables d'évoluer. S'il est, pour l'heure, relativement pragmatique, Khomeini est toutefois guidé par une volonté inflexible. L'homme sur terre ne peut se contenter de se soumettre à la volonté divine. Il doit, par un effort de développement personnel, par la religion, la discipline personnelle, le recours à l'étude, s'efforcer d'atteindre le statut d'homme parfait, instrument de la volonté divine. La carrière politique de Khomeini est ainsi inséparable de sa trajectoire intérieure. Une fois le Shah renversé, la révolution est tiraillée entre différentes forces centrifuges. Des centaines de comités révolutionnaires ont surgi à travers le pays, composés le plus souvent d'éléments radicaux, d'idéologies diverses, marxistes à tendance islamiste en particulier. Ce sont des menaces pour l'intégrité du pays. La première décision politique est la nomination d'un Premier ministre. C'est un islamiste modéré, Mehdi Bazarkan, qui est chargé notamment d'organiser un référendum permettant ensuite d'élire une assemblée constituante chargée de ratifier une nouvelle constitution. Les apparences sont respectueuses de la démocratie. L'opposition libérale au Shah soutient d'ailleurs l'ayatollah, pensant qu'il va instaurer une vraie démocratie, la primauté du droit sur l'arbitraire, le respect des droits de l'homme. À Paris, n'a-t-il pas déclaré devant la presse qu'une république islamique est une république démocratique dans le vrai sens du terme ? Il lui arrive toutefois de préciser qu'il n'est pas question d'une démocratie à l'occidentale. Le gouvernement devra toujours prendre des mesures qui ne sont pas en contradiction avec la charia. Il a fait, de surcroît, de temps à autre, allusion à un autre concept fondamental de sa pensée, le velayat et faqih. En 1969, il avait déjà exposé cette vision du gouvernement du jurisconsulte. Le plus érudit n'a pas seulement pour mission d'identifier et de définir la loi. Il sera aussi celui qui deviendra responsable de sa mise en application. L'idée qu'il y a un guide suprême qui n'est pas élu, dont la légitimité provient de Dieu, et qui doit être un homme de religion, un théologien unanimement respecté, doublé d'un érudit, est désormais au cœur de sa pensée. Reste que, pour le moment, Khomeini se garde de définir trop précisément son rôle réel, car il sait combien cette conception sera délicate à imposer, notamment au clergé.
Passer d'un régime laïque à un régime théocratique ne peut se faire en quelques jours. Le temps presse cependant, car l'imam sait qu'il n'a sans doute pas beaucoup d'années devant lui. La réalité de la révolution islamique apparaît rapidement. Ce sont, à partir de février 1979, les exécutions à la suite de procès expéditifs d'anciens du régime du Shah, exécutions qui choquent non seulement l'Occident, mais aussi une partie du gouvernement provisoire. Pour Khomeini, elles sont parfaitement légitimes. Il faut que le peuple puisse assouvir son désir de vengeance après des années de répression. En attendant l'adoption d'une constitution, les éléments radicaux, avec son approbation, mettent en place, au cours de l'année 1979, des instruments de répression. Khomeini va disposer d'un outil entièrement à son service, le Parti de la République islamique avec une aile combattante, le Hezbollah, qu'il ne faut pas confondre avec le Hezbollah libanais, dont les nervis font harceler tous ceux qui s'opposent à la ligne de l'ayatollah. Pour contrebalancer l'armée qui a fini par le rallier, mais dont il se méfie, le corps des gardiens de la révolution est fondé et ne tarde pas à devenir l'un des piliers du régime, avec un véritable empire financier et le contrôle d'une partie de la presse à grande diffusion. Il est vrai que, durant cette année charnière, l'opposition armée au nouveau régime est encore forte. Des fidèles de Khomeini sont ainsi assassinés, notamment Morteza Motahari, son principal allié au sein du clergé, un compagnon de route. Sa disparition touche profondément l'ayatollah, que l'on voit en larmes lors des funérailles. Après la phase de consolidation brutale du pouvoir, vient l'heure du plébiscite. La réponse à la question posée est connue d'avance, puisque le choix proposé doit se faire entre la monarchie et la République. La vraie question qui se pose est celle de la nature de cette République, et les débats sont intenses. Faut-il une République démocratique ou une République démocratique islamique? Khomeini reste encore une fois relativement discret et maintient une part d'ombre. Encore la taquilla sur sa pensée véritable. Le 1er mars 1979, il avertit toutefois « Bien que nous ayons retrouvé la liberté, les racines de l'impérialisme et du sionisme n'ont pas été éradiquées. Un référendum sera tenu bientôt. Je vais voter pour une république islamique et j'attends du peuple qu'il en fasse de même. » Et d'ajouter toutefois que les opposants ont le droit d'exprimer leur vote librement. Le référendum a lieu début mars et la participation électorale est très élevée. 97% des votants disent oui à une république islamique, que Khomeini et ses conseillers se sont bien gardés de définir plus précisément. Dans la foulée de ce triomphe, l'ayatollah, non sans habileté, prend ses distances et se retire dans sa ville de Qom, où il va demeurer pendant 9 mois. Pour beaucoup, c'est le signal qu'il considère sa mission comme achevée, et qu'il veut retourner à une vie consacrée à l'étude, à l'enseignement et à la prière. Est-ce une pure manœuvre? En tout cas, Qom devient aussitôt une sorte de capitale politique, virtuelle du pays. Les visites y sont incessantes, on vient le consulter de Téhéran, et l'ayatollah se laisse filmer et photographier afin que son image soit constamment présente partout dans le pays. L'opposition, cependant, n'a pas dit son dernier mot, et les attentats se poursuivent. Face à cette opposition, Khomeini choisit de ne pas interrompre le processus engagé pour l'établissement d'une nouvelle constitution, mais d'orienter celle-ci en substituant à une assemblée constituante, une assemblée beaucoup plus resserrée d'experts, élus, certes, mais parmi lesquels les membres du clergé forment une large majorité. Une campagne est lancée pour soutenir le principe du Velayat e Faqih, gouvernement du jurisconsulte, méconnu du grand public. Le risque principal est que ce principe fondamental soit interprété comme un retour à la dictature du Shah. Certes, la légitimité de Khomeini n'est pas remise en cause par la grande majorité, mais l'ayatollah est préoccupé par la pérennité de ses conceptions et de la révolution islamique. Dans le pays, les éléments modérés sont de plus en plus marginalisés, la presse libre muselée. Le concept de Velayat e Faqih gagne du terrain et finit par s'imposer sans grande difficulté, malgré l'opposition d'ayatollahs prestigieux, dont Mohammad Shariat Madari. Khomeini est déclaré guide suprême à vie et reconnu comme imam de l'Umma musulman. La nouvelle constitution dispose que la souveraineté appartient à Dieu et à son vice-régent, le Wali el-Faqih. Le guide a toute autorité pour déclarer la guerre ou la paix, comme les chefs militaires, confirme le président élu, et peut choisir lui-même les principaux responsables de l'État. C'est aussi à lui de désigner le commandant en chef des gardiens de la Révolution. Sur le papier, néanmoins, les électeurs ont encore leur mot à dire. Le Parlement a un rôle essentiel, et il existe, en principe, une séparation des pouvoirs. Mais le Wali, jurisconsulte, dispose d'un droit de veto à tous les niveaux. Son pouvoir est donc considérable, c'est une quasi-dictature. La Constitution est taillée sur mesure pour Khomeini. Dans la pratique, il ne se montre pas ouvert à la remise en cause de ses idées.
Lorsque tel ou tel vient exposer ses doléances, son attitude habituelle est d'esquiver le débat. Il se retranche alors derrière le respect dû à l'âge et à l'expérience du marja, de celui qui est un modèle et que l'on doit s'efforcer d'imiter. Il dit simplement d'une voix volontairement lasse « Je suis fatigué », ou bien sur un ton un peu plus autoritaire « Je ne veux plus entendre parler de cela ». La discussion est close, son autorité est indicible. Lorsqu'Oriana Fallaci, la célèbre journaliste italienne, l'interviewe en octobre 1979, elle est, en dépit de ses opinions féministes et de la pugnacité de ses questions concernant notamment le port du chador, impressionnée par la grande dignité et la noblesse de maintien de l'imam. C'est vraiment la première fois de ma vie que j'ai éprouvé ce qui s'appelle le charisme, confiera-t-elle. Est-on dès lors en présence d'une dictature de type européen ? Si le culte de la personnalité se développe, le Parlement, en Iran, est actif, et le peuple y est profondément attaché. Au sein même du clergé, il existe encore des discussions sur la nature du régime. Le rôle des mollahs est le velayat e faqih. C'est donc en effet une dictature, mais pas un régime totalitaire. Cependant, lorsque Shariat Madari manifeste son opposition très nette au concept de gouvernement du jurisconsulte, Khomeini se montre impitoyable, fait pourchasser ses partisans et ordonne qu'ils soient exilés sur le territoire et confinés définitivement. Paranoïa. Un événement considérable symbolise, aux yeux de l'opinion publique internationale, la tournure dictatoriale de la République islamique et son absence de respect pour les règles de fonctionnement du droit international et des relations normales entre nations civilisées. L'occupation, le 4 novembre 1979, de l'ambassade des États-Unis et la prise en otage des diplomates américains par des étudiants qui protestent contre le départ du Shah pour les États-Unis où il doit soigner son cancer. Le guide suprême, qui se trouve toujours à Qom, est d'abord pris de court. Lorsqu'Ibrahim Yazdi, le ministre des Affaires étrangères, lui rend visite, il l'interroge. Qui sont-ils ? Pourquoi ont-ils fait cela ? Faites-les sortir de là. Fin tacticien, en effet, Khomeini observe la foule et l'opinion publique. Il sait que la révolution est fragile et qu'une confrontation directe avec la première puissance mondiale est risquée. En quelques heures, il va pourtant évoluer vers un soutien total aux auteurs de la prise d'otage et surtout désigner les Américains comme l'adversaire principal de l'Iran, eux qui, jusque-là, étaient pourtant dans l'expectative vis-à-vis du nouveau régime. Alors qu'il a pu, par moments, apparaître comme une influence modératrice, cherchant à canaliser la révolution et à en corriger les excès, Khomeini va être totalement engagé dans l'action, sans doute par peur d'être lui-même débordé. Le 3 décembre 1979, la nouvelle constitution est adoptée. En 6 mois, le peuple iranien a voté à 2 référendums. Le principe fondamental du gouvernement du jurisconsulte est donc adopté par un vote populaire, avec toutefois un niveau d'abstention élevé. Les espoirs des éléments plus modérés ne sont cependant pas totalement éteints. En témoigne l'élection, en janvier 1980, d'un laïc, Bani Sadr, au poste de président de la République, qui cherche à repositionner la République islamique au centre et à écarter les éléments les plus fanatiques. Il est handicapé par une certaine confusion existant sur le rôle exact du président. Encore une fois, tout va dépendre de l'attitude de l'imam. La prochaine crise ne tarde pas. À peine Khomeini est-il en train de consolider son pouvoir que Saddam Hussein, le dictateur irakien, lance ses troupes dans le sud de l'Iran, le 22 septembre 1980. L'ayatollah craint que la République islamique ne s'effondre, mais tandis que les exécutions d'opposants se poursuivent, cette guerre contre l'Irak va être l'occasion pour les gardiens de la révolution de s'illustrer au front, d'aider l'imam à renforcer son emprise sur le pays tout entier, notamment avec l'aide d'anciens de la SAVAK, et de réprimer tous les mouvements contre-révolutionnaires encore actifs. Khomeini quitte Qom et s'installe tout près de la capitale. Le 28 juin 1981, l'un de ses proches, l'ayatollah Beheshti, est tué dans un attentat qui détruit le quartier général du Parti de la République islamique. Le guide suprême est profondément touché, et on le voit à nouveau en larmes aux obsèques de son ami. Des milliers d'opposants, notamment issus du parti des Moudjahidines du peuple, sont emprisonnés et des centaines exécutés. La guerre contre l'Irak va se poursuivre pendant plusieurs années. L'Iran résiste héroïquement et le peuple fait des sacrifices considérables, mais le résultat est une impasse. Les Occidentaux et Israël ont fait en sorte qu'il n'y ait pas de vainqueur. La nation est épuisée et les pertes sont considérables. Près de 500 000 Iraniens sont morts, selon l'historien Pierre Razou. L'imam, qui n'est pas insensible à cette situation, fait enfin preuve de réalisme et donne son accord à l'acceptation de la résolution de l'ONU numéro 598, qui exige un cessez-le-feu et le retrait des troupes des 2 pays sur les frontières internationalement reconnues.
Le 18 juillet 1988, les dirigeants iraniens annoncent la fin de la guerre avec le voisin irakien. Le pays est presque à genoux, mais le leader spirituel de l'Iran est parvenu à maintenir son unité dans la guerre, refusant les offres de négociation, preuve de l'emprise qu'il exerce sur la nation iranienne. Le régime en sort renforcé. La guerre a soudé le pays autour de ses nouveaux dirigeants et a permis aux gardiens de la révolution de consolider leur emprise sur des pans entiers de la société. Même vieillissant et d'une santé déclinante, le guide domine totalement la vie politique et religieuse de l'Iran, comme le démontre un dernier épisode qui sera son chant du cygne, ou son ultime méfait. Avec l'arrivée à la présidence des États-Unis de George W. Bush en janvier 1989, les relations avec l'Amérique ont pris d'abord un tour plus conciliant. Une fraction dite modérée, autour d'un proche de l'imam, Hachemi Rafsanjani, tente de mener une politique d'ouverture, moins agressive à l'écart de l'Occident. Rafsanjani va même jusqu'à suggérer que la Constitution soit réformée, et que la guerre contre l'Irak a été en réalité une erreur. Khomeini, furieux de cette atteinte à son autorité, réagit, mais plutôt qu'une confrontation directe, Rafsanjani est un compagnon de route. Il choisit de lancer à la radio, le 14 février 1989, sa célèbre fatwa contre le roman de Salman Rushdie, Les versets sataniques, condamnant à mort non seulement l'auteur, mais aussi tous ceux qui ont collaboré, de près ou de loin, à la parution de l'ouvrage. Par cette mise au pilori spectaculaire, les opinions occidentales découvrent à cette occasion le terme qui va dès lors symboliser l'arbitraire du pouvoir absolu. L'imam détruit à dessein tout espoir de rapprochement avec l'Occident. Les diplomates européens quittent le pays, un religieux musulman qui a critiqué l'ascendance est assassiné en Belgique et le traducteur japonais est exécuté au Japon par une équipe de tueurs issus des gardiens de la Révolution. Pour Khomeini, il est hors de question de renoncer à l'exportation de la Révolution. Cette fatwa restera à jamais, pour beaucoup, le symbole brutal de sa dictature. Khomeini meurt d'un cancer, le 3 juin 1989. Ses funérailles à Téhéran, grandioses, désordonnées, attirent une foule considérable. C'est le grand deuil du chiisme, et une période d'incertitude qui s'ouvre pour le pays. La dictature de droit divin qu'il a tenté d'imposer est trop liée à sa personnalité et à son extraordinaire charisme. L'expérience de la République islamique iranienne, forme hybride improbable de démocratie parlementaire et de théocratie, se poursuit, et la nation iranienne demeure convaincue de sa destinée unique. Face à l'Occident et aux États-Unis en particulier, et en dépit des divisions de l'islam, l'imam a permis à beaucoup de musulmans, malgré les excès de la Révolution, de recouvrer une certaine fierté. Mais l'ayatollah a finalement échoué à affermir définitivement le règne du divin, qu'il s'est toujours efforcé de servir. Dans les affaires terrestres, la voix du peuple des hommes n'est pas aisée à étouffer complètement.